Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Ce matin, on parle de la crise des TPME. Elles sont en effet 7019 petites et moyennes entreprises à avoir mis les clés sous la porte en 2016, soit 21% de plus que l'année précédente. Une conjoncture économique difficile, un cadre juridique encore inadapté, mais aussi des raisons structurelles expliquent ces chiffres inquiétants. Et pour nous en parler avec nous ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Emin Diouri. Vous êtes responsable études et communication à la société d'information commerciale Inforisc. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Alors, avant de présenter les chiffres que j'évoquais tout à l'heure et de les commenter, juste un mot sur Inforisc et sur votre analyse, en fait, votre analyse sur cette situation. Alors, Inforisc, en fait, est une société de renseignement commercial. Concrètement, on aide les entreprises à avoir des informations financières, notamment et juridiques, sur leurs contreparties. C'est-à-dire qu'on leur permet effectivement de prendre la bonne décision, de pouvoir travailler avec des entreprises qui vont les payer par la suite. Donc vous leur présentez un aperçu, une situation de l'écosystème des entreprises avec lesquelles ils vont travailler. Exactement, ils auront toutes les informations sur cette entreprise en question, des informations financières, des bilans, ils auront des informations sur les événements juridico-judiciaires. Donc par exemple, si l'entreprise tombe demain en redressement judiciaire, on aura cette information et donc il va falloir faire plus attention avant de travailler avec cette entreprise. Alors comment vous compilez ces données? C'est auprès des entreprises directement? Quelle est votre méthodologie pour dresser ces chiffres? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on travaille sur de l'information légale, c'est-à-dire publique. Nous avons différentes sources de données, on travaille avec le registre central de commerce, les tribunaux, les greffes des tribunaux. On reçoit cette information, on collecte cette information. À côté de ça, on a une équipe de production qui collecte tous les jours d'une quarantaine de personnes, qui collecte cette information via les journaux d'annonces légaux, le bulletin officiel. Et tout ça est réactualisé chaque jour dans notre base de données. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a une base de données de plus de 500 000 sociétés marocaines, près d'1 million de bilans et près de 150 000 événements juridiques et judiciaires. Donc on peut dire que vous êtes une synthèse, vous pouvez faire la synthèse et l'analyse de la situation des entreprises au Maroc aujourd'hui. Tout à fait. Alors, à partir de là, donc, vous dressez ces chiffres que j'évoquais tout à l'heure, 7019 fermetures d'entreprises pour l'année 2016. C'est en augmentation par rapport à l'année précédente? Alors tout d'abord, je voudrais préciser une chose, je parle de défaillance d'entreprise, c'est-à-dire des sociétés qui vont rentrer soit en redressement judiciaire, soit en liquidation judiciaire. Alors effectivement, plus 21%, c'est vrai que c'est en valeur absolue, on est sur un nouveau record historique. Et malheureusement, c'est une progression constante depuis 2009. Il faut savoir qu'on a multiplié presque par 3 le nombre de défaillances d'entreprises depuis 2009 à 2016. Et c'est un flot constant. Et malheureusement, on est, par rapport aux défaillances dans le monde, le Maroc est presque un cas à part, puisqu'on est à contre-courant, j'ai envie de dire, du taux de défaillance dans le monde. Il est de combien à l'international ou en tous les cas au niveau régional, pour qu'on puisse avoir une idée de la situation du Maroc, justement? Alors, grâce aux informations que nous compilons, grâce aux données d'Dun & Bradstreet, sur une trentaine de pays, on a pu constater que sur l'année 2016, les défaillances d'entreprises avaient diminué de près de 5%. C'est-à-dire que sur ces 30 pays, il y en avait 20 à peu près qui avaient vu leur taux de défaillance diminuer. 2 autres qui étaient stables et 8 qui étaient sur des taux négatifs. Et c'est le cas du Maroc notamment, qui voit encore cette année son taux de défaillance augmenter. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des principaux secteurs qui sont touchés? J'ai vu un chiffre donc, publié par Inforisc, 73% de ces défaillances, pour reprendre votre terme, concernent le commerce, l'immobilier et le BTP. Effectivement. Quel est parmi ces 73%? C'est beaucoup, ils concentrent la plupart de ces défaillances. Mais est-ce qu'il y a des secteurs qui se détachent en particulier et qui connaissent une véritable crise? Alors, il y a évidemment le secteur du commerce qui représente à lui tout seul 1/3 des défaillances d'entreprise. Alors, une cause principale, ça reste quand même malgré tout les délais de paiement. Il faut savoir par exemple que pour les très petites entreprises, le délai de paiement est a dépassé les 10 mois en 2015. Donc concrètement, vous vendez aujourd'hui une prestation ou une marchandise et vous êtes payé 10 mois après. C'est la moyenne? Ça, c'est en moyenne, effectivement, sur un échantillon de plusieurs dizaines de milliers d'entreprises.
Donc vous imaginez la difficulté qu'ont ces entreprises par la suite en termes de trésorerie pour pouvoir payer des salaires, des locaux, etc., etc. Et puis anticiper sur leur développement aussi, j'imagine. Bien sûr, mais on parle même pas de développement, là on parle juste de payer le quotidien. De se maintenir. Exactement. Alors, vous avez évoqué cette cause, donc le commerce. On va revenir après aux autres causes de cette situation, mais les autres secteurs, le BTP est particulièrement aussi touché? Oui, effectivement, c'est un secteur qui est régulièrement parmi les principaux secteurs défaillants. Ça date d'il y a quelques années. Alors, plusieurs raisons à ça. Première raison, le chiffre d'affaires sectoriel qui est en baisse constante depuis plusieurs années. Donc, on a un gâteau, on a énormément d'acteurs. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est un secteur qui crée énormément de nouvelles sociétés. C'est-à-dire qu'on a un gâteau qui se rétrécit d'année en année et on a énormément d'acteurs. Ce qui fait que ça devient de plus en plus dur de prendre une part de ce marché. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que les prix ont tendance à baisser et on est revenu à des prix des années 90. Et autre problème. Pardon, allez-y. Autre problème, donc les délais de paiement. Encore une fois. Oui, bien sûr. Et c'est un critère très important. C'est un facteur très important. Là-dessus aussi, on est très proche des 9 mois. Même problématique. On a un secteur où le chiffre d'affaires baisse. On a un problème de rentabilité, puisqu'après tout, on a moins de chiffre d'affaires. Beaucoup de concurrents, les prix baissent, la marge diminue. Et à côté de ça, on est payé aussi très tard. Tout ça a créé les conditions parfaites pour un secteur où il y a énormément de défaillances. Est-ce que le secteur touristique aussi est touché par ces crises ? Alors oui, effectivement, touché, mais pas dans les mêmes conditions que les 3 secteurs précédemment cités. C'est quoi? C'est à cause des habitudes de consommation qu'il est concerné par cette crise? On parle du BTP? Du tourisme. Le tourisme, en fait, pour l'instant, on n'est pas dans des... Alors, heureusement, ce secteur n'a pas le problème des délais de paiement, par exemple, clairement. Maintenant, effectivement, la baisse de la fréquentation des touristes, etc., fait que c'est un secteur qui souffre, certes, mais on n'est pas encore dans des conditions des secteurs du commerce, du BTP ou de la promotion immobilière, par exemple. Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises la question du délai de paiement, qui est une des problématiques majeures. Quel est le cadre juridique aujourd'hui pour régler cette question? Parce qu'une loi a été faite sur le délai de paiement. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas appliquée? Alors, effectivement, c'est un cas très complexe. Il faut savoir une chose, je vais citer un chiffre qui est important à mon sens. 40% des défaillances d'entreprises sont dues à des retards de paiement, statistiquement parlant, 40%. Alors maintenant, le cadre juridique, effectivement, il existe. Il y a eu la loi 3210 qui avait été votée en 2012. Et qui limitait à 3 mois le délai de paiement. Exactement, 90 jours, effectivement, maximum, dans le cadre d'un accord contractualisé entre les 2 parties. Maintenant, cette loi, effectivement, n'a absolument pas marché pour plusieurs raisons. La première et la principale, c'est qu'elle ne concernait que les entreprises privées et pas elle excluait de fait les entreprises publiques. Et on sait que, par exemple, dans certains secteurs, comme le BTP, classiquement, la commande publique représente plus de 70% du chiffre d'affaires sectoriel. Donc, si on exclut les entreprises publiques, dans ce cas, on ne règle que très partiellement le problème. Et donc, on a vu que, même à partir de 2012, on a vu évoluer à la hausse les délais de paiement et, parallèlement à cela, les défaillances ont continué d'augmenter très fortement. Donc, on a vu l'inefficacité de cette première mouture. Alors, est-ce qu'il faut l'étendre, du coup, également aux entreprises publiques, cette loi? Selon vous, ça peut être une des solutions? Alors, c'est déjà en cours. Il faut savoir qu'il y a eu une deuxième mouture de la loi qui a été votée l'année dernière concernant les sociétés privées. Donc là, ça devient la loi 4510, pardon. Et donc, elle sera appliquée qu'à partir de cette année. Et les entreprises publiques aussi a sa propre loi. Maintenant, c'est réglementé également à travers un décret qui rentrera en vigueur à partir du 1er janvier 2018. Mais alors, est-ce que la loi suffit? Parce que cette loi sur les délais de paiement existe pour les entreprises privées, mais souvent les entreprises ont peur de faire un recours parce qu'elles risquent de perdre un client. Donc, est-ce que la seule loi suffit pour régler cette question? Alors, il faut savoir une chose, on parle beaucoup aujourd'hui de contrôle fiscal. Il faut savoir une chose, c'est que si le contrôleur fiscal vient chez vous et que vous n'avez pas intégré ces pénalités de retard, vous allez être, quoi qu'il en soit, redressé. Donc, il vaut mieux quand même tenir compte de ces pénalités. Première chose. Deuxième chose, c'est vrai que si on veut vraiment voir évoluer les choses, à mon avis, il faut que un grand donneur d'ordre comme l'État doit montrer l'exemple.
Ça a été le cas en France. Et donc respecter le délai de paiement. Bien sûr. Ça a été le cas en France. Les Français avaient le même problème. Une loi a été votée en 2008, la loi de modernisation économique. Aujourd'hui, l'État français est le meilleur payeur en France, devant les sociétés privées. Et à ce titre, elle peut se permettre de donner des amendes aux entreprises privées qui ne respectent pas la loi. On imagine très mal aujourd'hui l'État marocain, ou en tout cas les pouvoirs publics, dresser des amendes à des entreprises privées qui ne respectent pas, sachant qu'elles-mêmes est très mauvaise payeur. Il faudrait donner l'exemple pour pouvoir intervenir. Alors, parmi les autres raisons de ces défaillances, il y a aussi le très faible capital de départ dont disposent souvent les PME lorsqu'elles se lancent dans leur activité. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi revoir à la base les mécanismes de soutien financier et d'encadrement financier de ces entreprises ? Alors effectivement, vous posez plusieurs problèmes en même temps, c'est vrai. Il y a la question de la capitalisation initiale des entreprises. J'avais réalisé une étude sur ce sujet et ça montrait que près de 50% des entreprises qui se créent au Maroc se faisaient avec un capital inférieur à 10 000 dirhams. Quel que soit le secteur d'activité, 10 000 dirhams, c'est très faible, je veux dire. C'est un capital qui va être mangé assez rapidement, surtout si on a un délai de paiement qui est très élevé. Deuxième problématique, c'est la question du financement. Donc on a parlé du financement fonds propres qui est faible. Il y a aussi la question du financement bancaire. J'ai un problème de trésorerie, je vais forcément voir mon banquier pour parler de cette question-là. Malheureusement, on voit au niveau des chiffres de Banque du Maroc que les encours de trésorerie ont très peu évolué. C'est grâce à cela qu'aujourd'hui, on voit que le crédit interentreprise est passé largement devant le crédit bancaire. Oui, le crédit interentreprise, je cite encore une fois votre chiffre, 385 milliards de dirhams aujourd'hui, et il augmente de 24 milliards chaque année depuis 2011. Exact. On peut enrayer la machine quand on arrive à des chiffres aussi énormes ? On peut l'enrayer, mais il faut une certaine efficacité au niveau de la loi. Il faut inverser la tendance. Et à mon avis, il n'y a que la loi qui permette de le faire. Alors c'est vrai, il y a à peine 6 ans, les deux types d'encours étaient quasiment au même niveau, l'encours bancaire et l'encours interentreprise. Et malheureusement, sur ces 6 ans, on voit que le crédit interentreprise a cru presque à un rythme 3 fois supérieur à celui du crédit bancaire. On voit bien là tout le problème. Et puis une interdépendance aussi entre les entreprises qui est source aussi de leur faiblesse. Bien sûr. Allez-y, je vous laisse répondre. Alors, effectivement, il y a cette question d'interdépendance. En réalité, on pense que c'est un problème global, mais en réalité, ça part des très grosses entreprises, ça se répercute sur les petites entreprises, et les très petites entreprises qui arrivent en bout de chaîne, ce sont elles plutôt, qui souffrent le plus de cette situation. Alors, dernière question, parmi les raisons, il y a aussi l'évolution de la conjoncture économique et évidemment de la croissance. Alors, étant donné les prévisions pour l'année prochaine, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur la situation des très petites et moyennes entreprises au regard de l'évolution de la conjoncture économique? Oui. Alors, plusieurs éléments à ça. J'avais fait une étude qui disait qu'il y avait un lien direct entre croissance économique des différentes entreprises. Pour inverser la tendance, il faudrait atteindre au minimum un taux de croissance de 5%. On ne sera pas dans ces eaux-là, malheureusement. Deuxième aspect, la loi sur les délais de paiement qui a été votée l'année dernière et le décret qui va rentrer en application le 1er janvier 2018. Tout ça fait qu'on n'aura, à mon avis, pas d'inversion dès cette année. Il faut attendre les premiers effets à partir de 2018, à mon avis. Donc cette année 2017 sera, à mon avis, dans le meilleur des cas, une année de stagnation, dans le meilleur des cas. Merci beaucoup, Monsieur Amine Diouri, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable études et communication à la société d'information commerciale Inforisque. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Très bonne journée à tous.